Merci à tous. Donc nous voilà dans cette dernière table ronde, et du coup c'est la session qui va conclure finalement ces rencontres médiation faune sauvage. Comme vous le voyez, en fait on va parler des moyens financiers, en sachant que du coup cette table ronde aussi aurait pu s'appeler également, aurait pu s'appeler de plus en plus d'appels, mais les moyens font défaut, quelle solution à cette équation insoluble? Alors ne soyez pas déçus parce qu'on ne va pas vous donner la solution magique pour arriver à financer à 100% toutes les médiations, aller sur place à chaque fois. Voilà. Ne soyez pas déçus en sortant de là. En tout cas, ce qu'on va faire ici, c'est échanger autour de leviers de financement à travers des exemples que vont nous présenter les intervenants. Et à la suite de leur présentation, vous pourrez leur poser des questions et puis également donner vos pistes de sources de financement. Parce que on a tous le même combat finalement. On va commencer le tour de table assez rapide, s'il vous plaît, pour après laisser le temps pour les interventions et les questions. Oui, donc moi c'est Valentin Mogard et je travaille à la coordination régionale LPO Pays de la Loire et je travaille sur les espèces du bâti spécifiquement. Donc quand je vais vous parler de médiation, ça va être très lié aux espèces du bâti. Moi c'est Suzelle Hurstel et je suis la responsable du pôle médiation et centre de soins de la LPO Alsace et du GEPMA. Et je travaille essentiellement sur des problématiques espèces bâties pour la médiation. Voilà. Lucie Erlès de l'association Coab. Et donc nous, on développe des solutions pour intégrer la biodiversité en milieu urbain et ce qui sont plutôt destinés aux aménageurs privés et publics. Moi, je suis sa collègue, Maëlle Carmavon de l'association Coab. Et donc moi, Laure Duguay, je travaille à la LPO France sur des questions de médiation et de faune en détresse. Merci beaucoup. Alors avant de passer aux présentations, je vais juste rebrosser en fait un peu le contexte financier, en tout cas pour les associations locales. Comme vous le savez tous, on a à peu près, je pense tous, des petits soucis pour trouver de l'argent globalement pour les associations et particulièrement pour la médiation faune sauvage. Alors certes, il y a de plus en plus d'appels à projets qui sont lancés, notamment par l'État, mais c'est une politique qui, certes, permet de faire des choses, elle permet notamment de lancer des projets à court ou moyen terme, mais ça ne permet pas de financer les frais de fonctionnement ou les frais liés à la médiation faune sauvage, puisque c'est une action, on va dire, routinière, une action au long cours que l'on pratique du coup tout au long de l'existence de l'association finalement. Je vais aussi, pour introduire un peu cette table ronde, donner quelques chiffres qui sont issus d'un sondage qui avait été réalisé par la SFEPM autour du... Enfin, c'était un bilan sur le SOS Kiro avec les chiffres de 2020. Et donc, à cette occasion-là, du coup, il est ressorti que moins de la moitié des structures bénéficiaient de subventions publiques en général. Voilà, donc ça représente 44%. Moins de la moitié des structures ont de l'argent public pour faire la médiation faune sauvage. C'est vraiment très peu. Et en moyenne, les subventions couvrent seulement un quart du coût de la médiation faune sauvage. Donc on voit qu'il y a un certain manque pour une mission d'intérêt général. Et justement, donc l'État qui est censé être garant de la protection des espèces protégées, voilà, on pourrait se demander pourquoi il ne finance pas plus. On pourrait se demander si c'est pas anormal que les associations aient si peu de moyens pour accomplir cette mission d'intérêt général. Et on peut se demander aussi si le fait qu'on obtient aussi peu, c'est le fait que la médiation faune sauvage est invisible aux yeux des ministères, aux yeux des hautes sphères finalement. Mais du coup, je pense pour être justement rendu visible, il faudra qu'on fasse des actions coordonnées avec les têtes de réseau national pour devenir visible, pour peser, pour simplement accomplir cette mission, comme je le disais juste avant.
Mais entre-temps, avant qu'on soit rendu visible aux yeux du ministère, et comme les sollicitations ne font qu'augmenter, il faut bien qu'on trouve des solutions pour répondre au fil de l'eau aux sollicitations. Et du coup, voilà, on va commencer l'énumération un petit peu des projets et des pistes de financement que mettent en place les structures devant vous. Valentin, c'est à toi. C'est toi qui passes les diapos. Ouais. Sinon, vous avez le pointeur à côté. Ouais. Oui, voilà. Si vous voulez passer. Ici. Donc moi je vais vous parler d'un partenariat qu'on a lancé en Pays de la Loire avec l'USH, donc l'Union sociale pour l'habitat, ce qui est un organisme qui fédère les bailleurs sociaux. Donc l'objectif principal de ce partenariat, c'est clairement du diagnostic et de la conservation d'espèces. Mais je vais essayer de vous montrer en tout cas comment il peut amener vers du financement pour de la médiation pour les particuliers notamment. Enfin, comment il peut amener vers de la facilitation pour des projets plutôt que du financement direct, mais enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour vous présenter l'Union sociale pour l'habitat, donc comme je vous le disais, c'est un organisme qui fédère les bailleurs sociaux. Donc en Pays de la Loire, ça représente quand même 43 organismes et 238 000 logements, donc un nombre de résidents en conséquence aussi, donc un vaste champ. Et ils commencent à s'impliquer sur la question de la biodiversité. Là, cette année, ils ont sorti un manifeste pour la biodiversité dans le secteur HLM. Et ils ont travaillé aussi sur un guide sur l'intégration du végétal dans la construction, la rénovation des HLM. Donc là, le projet s'inscrit dans une démarche spécifique qui est la démarche Energy Sprong, qui aura de l'impact sur la suite de ce que je vais vous présenter. Parce que c'est une démarche très stricte sur les résultats qu'elle souhaite avoir. Donc elle vise un niveau garantie zéro énergie sur 30 ans avec des coûts soutenables. Donc pour ça, elle utilise un processus qui est de la création de panneaux d'isolation hors site, donc de manière industrielle, et la mise en place d'énergies renouvelables, donc des panneaux solaires sur la quasi-totalité des cas, pour permettre d'avoir un coût global qui ne préjudicie pas les résidents. Donc comment le partenariat est né? C'est né d'une simple prise de contact avec l'Union sociale pour l'habitat en juin 2021. Donc il s'est ensuivi une présentation devant eux de ce que sont les espèces du bâti, quels sont les moyens d'action, etc. Et quelles sont la réglementation et les conséquences. Et donc de ça, je ne vais pas vous cacher que ce qui leur a fait réellement peur, c'est le risque d'arrêt de chantier suite à la découverte d'espèces protégées. Et ça les a fait bouger là-dessus. Et on leur a proposé une convention pour que nous, on puisse venir en amont sur les sites pour faire les diagnostics et accompagner la démarche de dérogation. Sachant que dans la convention, je vais vous le présenter, mais il y a d'autres aspects qui sont intéressants. Donc on a signé la convention en mars 2022, et là donc ça fait un peu moins d'un an qu'on a lancé les actions. Donc comment ça fonctionne concrètement? C'est une convention cadre qui est passée avec l'Union sociale pour l'habitat et qui s'engage à mobiliser ses adhérents sur ces projets de rénovation particuliers qui sont dans la démarche Energy Sprong pour signer une convention opérationnelle avec nous et donc financer le financement via des bailleurs directement nos actions. Donc nous, en parallèle, on s'engageait à se doter des moyens humains. Donc en fait, ce partenariat, il a servi à financer mon poste, concrètement, et à mettre à disposition les compétences particulières de la LPO sur divers aspects. Donc ce partenariat, dans le concret, c'est d'abord un diagnostic et des préconisations sur les espèces du bâti et sur les espaces verts autour quand c'est du logement collectif. C'est un accompagnement sur la dérogation. Donc après, c'est un dossier par convention, ça c'est du détail. De la sensibilisation des résidents quand il y a des mesures qui sont mises en place, que ce soit des mesures de compensation ou des mesures favorables. Et de la sensibilisation des salariés, avec un temps de sensibilisation prévu par an pour les chargés d'opération en rénovation et en construction, mais qui peut être élargi. Donc sur l'aspect financier, on a négocié le budget pour que ça représente à peu près un poste à temps plein sur 2 ans, qui ensuite est redivisé par un coût par logement et par bailleur.
donc qui ne représente pas forcément la réalité de l'action, parce que quand on va être sur du logement collectif, on a tout de suite, je sais pas, par exemple, j'ai un site où on a un seul bâtiment avec 250 logements, et quand on est sur du logement individuel, on a 250 logements, ça représente 125 bâtiments. Donc ça ne représente pas réellement la réalité, mais ça a été négocié avec la tête de réseau, quoi. Donc les résultats, c'est qu'on a réussi à diagnostiquer 204 bâtiments individuels cette année, 14 collectifs. On a trouvé un certain nombre d'enjeux, principalement du moineau, sachant que les protocoles ne sont pas encore rodés, ça je ne vais pas rentrer dans le détail du protocole, mais je pense qu'on pourrait avoir plus que ce qu'on a trouvé, mais ce qui représente quand même 0,4 nids par bâtiment, ce qui montre qu'on a un réel enjeu sur ces bâtiments-là, à venir, que ce soit faire des diagnostics ou sensibiliser le particulier sur la présence potentielle de ces espèces. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui vont être mises en place, que ce soit de l'évitement direct quand c'est possible. C'est rarement possible quand on est sur du nid en façade comme du nid d'hirondelle ou du nid de moineau, je sais pas, par exemple dans les caches moineaux. Mais sur certains cas, on a réussi à y aller. C'est pas du tout la majorité, mais on a pu. Puis on a essayé de travailler aussi sur les espaces verts pour travailler sur le global et pas seulement sur la mesure compensatoire simple type installation de nichoir. Donc avec ça, il y a quand même des limites à ce partenariat, parce en gros, ils se sont engagés sur un financement global sur 2 ans d'un équivalent temps plein, sauf que eux, dans leurs actions, ils lancent des marchés publics. Donc ces marchés publics-là, ils vont se concrétiser par un certain nombre d'opérations sur lesquelles on a prévu nos financements, sauf que dans la réalité des choses, il y a des opérations qui ne vont pas être validées. Donc, ce qui fait que sur l'enveloppe qu'on avait prévue à la base, on se retrouve aujourd'hui avec moins, parce qu'il y a les aléas des procédures, parce qu'il y a des chantiers qui sont annulés, etc. Donc il faut avoir ça en tête sur ce type de partenariat. Il y a aussi le protocole qui reste à affiner. Donc on avait prévu un certain protocole, il s'avère qu'il va être quand même plus lourd si on veut faire bien les choses que ce qu'on avait prévu. Donc ça, faut en avoir conscience aussi qu'il y a des affinages qui vont se faire parfois dans le sens de moins de temps, parfois dans le sens de plus de temps à passer. Il y a aussi les actions qu'on a prévues, parce que c'est quand même beaucoup d'actions, de sensibiliser, de venir faire les diagnostics, de participer aux réunions de chantier, etc., qui sont forcément plus que le temps qu'on avait prévu d'y consacrer. Et on est sur des chantiers particulièrement contraints, parce que là on arrive un peu tard dans la procédure. J'espère que si les partenariats se continuent, on pourra arriver plus en amont. Donc on est sur des solutions qui sont complexes, avec des façades préfabriquées, etc. Donc venir surrajouter des mesures, forcément, à ce stade-là, c'est compliqué. Mais on a quand même un grand nombre de bénéfices connexes. Donc là, on va arriver sur le sujet plus de la médiation. Donc la possibilité de développer d'autres actions. Donc forcément, ça a permis de financer un poste à temps plein, ce qui fait que j'y passe pas tout mon temps sur ce partenariat-là. Je peux passer quand même du temps à développer d'autres actions. Donc on a un certain nombre de projets, notamment d'essayer de développer le côté SOS bâti pour les espèces du bâti. Bon, ça c'est encore au stade de réflexion, on ne sait pas encore si on va réussir à mobiliser des bénévoles, si nos associations elles vont être prêtes à s'engager là-dedans, parce que ça demande d'avoir un temps important de standard, de former les bénévoles, etc. Mais en attendant, je commence à acquérir les capacités pour le faire, donc c'est aussi, ce temps-là il a été aussi rentabilisé pour ça. Et ça permet aussi de développer un réseau dans ce secteur-là, qui permet de nous identifier comme une référence, comme une personne à contacter. Et puis il y a aussi un point sur lequel je voulais insister, c'est toute la sensibilisation informelle, parce que dans nos protocoles, on va aller sonner chez les gens, on va aller les interroger, les identifier, enfin, c'est que dans le logement individuel, mais c'est la plupart de mes terrains. Et dans ce cadre-là, ils vont poser des questions, ils vont s'intéresser, et c'est une première approche pour les initier de manière informelle dans le cadre de notre protocole sur le sujet. Donc voilà, c'était un petit peu ce de quoi je voulais vous parler. Ok, merci Valentin. Je ne l'ai pas précisé, je crois. Pas précisé tout à l'heure, si vous voulez noter vos questions au fur et à mesure, puisque les questions seront après toute une présentation.
Et je voulais juste par contre rebondir voilà, sur ta présentation pour évoquer rapidement le fonctionnement de Picardie Nature, qui a un service faune et bâti qui ressemble, qui a beaucoup de points communs avec ce que vient de nous expliquer Valentin. C'est pour ça que je me permets de l'insérer dans cet enchaînement de présentation. Donc il y a énormément de points communs. Comme je disais, la principale différence que je vois, c'est que dans ce service-là, le point de départ, c'est le réseau de bénévoles qui repère en fait, sur des bâtiments appartenant à des bailleurs sociaux, qui repèrent des nids d'hirondelles. Ensuite, à partir du moment où des nids d'hirondelles sont repérés, des courriers sont envoyés en fait, à ces bailleurs sociaux pour les informer de la présence d'espèces protégées, et ensuite des démarches qu'ils devront faire s'ils sont amenés à faire des travaux. Et donc à partir du moment où ils sont intéressés pour faire des travaux sur un site, ils sont au courant qu'ils doivent contacter donc, Picardie Nature notamment. Et à partir de là, ils vont engager les démarches que nous expliquait Valentin à l'instant. Je vais juste en rajouter une toute petite couche sur ce que fait Picardie Nature sur ce volet-là, pour arriver à collecter des fonds permettant d'avoir un peu plus d'un équivalent temps plein sur la médiation faune sauvage auprès des particuliers. Donc c'est du travail certes de bureau d'études, mais ils font aussi donc, de l'accompagnement de collectivités avec des tarifs relativement élevés, un tarif prestation, qui permet d'avoir une marge pour ensuite donc, justement financer ces postes vraiment 100% médiation faune sauvage auprès des particuliers. Je vais laisser la parole aux chers membres de Coab, donc une structure originale et novatrice qui aura plein de choses à nous apprendre vu leur expérience et leur modèle particulier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est Maëlle et Lucie, et à la base, on n'a pas un cursus de naturaliste, on est des soigneuses de la faune sauvage. Donc, on a travaillé pendant longtemps au centre de soins de Vizérac, on a d'ailleurs participé à le créer, c'est le centre de soins de la LPO Héros. Et du coup, ça nous a donné une expérience, notamment en médiation. Il marche pas ou il marche? Ouais, ça marche. Il y a le chanteur de rap. Ok, là c'est bon. Et donc on a eu une grosse expérience, ou peut-être une grosse claque, on va dire, en médiation de la faune sauvage. On faisait essentiellement de la médiation qui est liée à du SOS, enfin oiseaux ou mammifères en détresse, mais aussi ça nous est arrivé de traiter des grosses problématiques de cohabitation, notamment un cas de cohabitation avec des chauves-souris où on s'est déplacé sur le terrain. Et donc, mais on a arrêté, donc on ne fait plus du tout ça. Et aujourd'hui, donc, on a monté une nouvelle association qui s'appelle Coab. Et en fait, on a décidé, plutôt que de soigner, d'intervenir bien en amont et d'essayer de trouver des solutions de cohabitation. Et donc, du coup, on fait des passages à faune, de l'intégration de nichoirs, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Notre troisième domaine d'activité, c'est on fait de la sensibilisation et de la médiation. Mais aujourd'hui, ça va être la diapo d'après. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, la médiation, comme en fait on ne peut pas en vivre financièrement, ça représente très peu de notre chiffre d'affaires, seulement 5%. Du coup, ça représente que 3% de notre activité. Et on réalise ce qu'on appelle une médiation en fait, qui est indirecte, comme par exemple le bouquin dont Manon a fait la promotion, mais on ne répond pas à des appels. Alors bien sûr, si on nous appelle, on répond. On a traité une problématique de cohabitation avec un déplacement, mais c'était juste poser une planchette de récupération des fientes pour des hirondelles, et après quelques conseils sur comment mettre un animal en carton et où l'amener. Voilà, mais c'est pas quelque chose en fait qu'on affiche, le service de médiation, et on fait plutôt ce que vous appellerez de la sensibilisation, c'est-à-dire par exemple on intervient auprès des architectes pour les sensibiliser sur la faune inféodée au bâti, etc. Donc, mais plus d'action, vraiment de conseils par téléphone. Et pourquoi? Parce que c'est gratuit et que nous, on a besoin de financer nos postes, et actuellement, c'est pas dans notre modèle économique.
Et donc nous, on nous a demandé d'intervenir pour résoudre l'équation qui n'est pas possible à résoudre, c'est-à-dire de plus en plus de sollicitations, de plus en plus de difficultés à financer la médiation ou des postes de médiateurs. Et donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, la médiation, vous tous, vous la faites pratiquement de manière gratuite. Elle est réalisée, je pense, pratiquement que par des associations, sur fonds propres. Donc c'est ce qu'on vient de voir à la première présentation, c'est-à-dire d'autres activités qui permettent de financer, par exemple, des problématiques de cohabitation chez des particuliers, ou pour certaines structures qui ont la chance d'obtenir des subventions ou des financements plutôt territoriaux pour pouvoir gérer la médiation chez eux. Et donc là, je te laisse. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que vos moyens de financement, ils ne sont pas pérennes. Il faut que vous alliez sans cesse les chercher, et ça, c'est fatigant. C'est en plus du travail qu'on a à faire dans les structures. Et finalement, on se rend compte qu'à terme, c'est pas viable. On s'épuise tous et on n'arrive pas à ce qu'on veut, on n'arrive pas à faire tous nos métiers. Donc nous, on s'est dit, il faut pas faire de médiation sans pognon. Alors, ça paraît simple comme ça, non, c'est compliqué. Mais il faut peut-être réfléchir à son modèle économique, au statut de sa structure, parce qu'en fait, on l'a tous vu, c'est quasiment que des associations qui font de la médiation, et qui dit association pour les gens dit gratuité. Nous, quand on nous appelle, faut savoir qu'on est en train de changer de statut, on est en train de passer en scope. Mais en fait, quand on appelle une association, on se dit « Oh ben c'est bon, ils vont venir, ça sera gratuit et puis tout va bien se passer ». Donc il faut peut-être voir un statut différent. Et après, il faut peut-être aussi passer à une professionnalisation du métier pour avoir une reconnaissance au niveau national et peut-être arriver à avoir des financements pérennes qui tombent toutes les années au vu de nos activités. Alors, au niveau du modèle économique, on vous a mis une vache parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on a été dans un incubateur qui nous a expliqué comment ça fonctionnait, un modèle économique viable et pas comme on faisait avant. Et en fait, la vache, ça s'appelle la vache à lait. C'est-à-dire que quand on a une structure, on a plusieurs activités. Et il y a des activités qui vont être la vache à lait qui va nous apporter, nous rapporter de l'argent. Et en fait, il faut des fois s'appuyer sur cette activité-là pour financer d'autres activités à côté qui, elles, ne rapportent rien, voire vous coûtent de l'argent. Donc là, en fait, l'idée, c'est de voir dans certaines structures, nous, par exemple, en association, comme les LPO, voir si c'est pas possible de voir avec ses collègues qui sont plus naturalistes, qui font des suivis, et que ce soit ces suivis-là qui financent la médiation à côté. Alors, il faut que ça soit entendu dès le départ. Parce que le problème de ce fonctionnement-là, c'est que quand il y a un coup dur au niveau financier, ça peut vite vous retomber dessus. On vous parle d'une expérience qu'on a vécue nous-mêmes. Et après, l'autre peut-être modèle économique, ça serait de se mutualiser. De voir en fait, vous regroupez plusieurs structures pour pouvoir financer un poste de médiateur sur un même territoire. Et donc, non, ça va, merci. Et donc là, on en vient, on s'est rendu compte qu'en fait, vous ne connaissez pas forcément les autres structures de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Parce que comme l'a dit Maëlle, nous, on envisage de changer de statut. On envisage donc de passer sur un statut de SCOP. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'association, c'est pas la bonne chaussure pour nous, parce que nous, on développe des solutions actuellement, et on ne porte pas, on va dire, de projet associatif. Par contre, on porte des valeurs, et on a envie d'avoir un impact environnemental qui est fort, et ça fait partie de l'ESS. Les associations font partie de l'ESS, comme les fondations, les sociétés commerciales d'utilité sociale, les mutuelles, et après les SCOP et les SIC. Donc comme vous pouvez voir, c'est les associations qui sont quand même les structures les plus représentées dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et je vais vous parler tout de suite d'un de ces statuts, qui est la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui nous a semblé avoir un intérêt dans le cas des problématiques de comment financer la médiation. En fait, les SIC, voilà, la phrase qui est là, ça résume bien, c'est en gros plusieurs structures qui se mettent en collectif avec un but commun, et en général, ce sont des structures qui ont un fort ancrage au niveau territorial. Et donc, concrètement, comment ça se présente ? Au niveau du statut,
c'est un statut de société, SA, SAS, SARL. Sauf qu'en fait, au niveau du collectif, enfin au niveau de la coopérative, pardon, il y a beaucoup d'associés. Et donc pour pouvoir se créer, il faut forcément qu'il y ait des associés salariés. Si jamais il n'y a pas de salariés, ça va être par exemple, dans le cas d'un pôle de médiation, ça va être des médiateurs professionnels. Et ensuite, il y a des associés bénéficiaires. Ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire des gens qui bénéficient, en l'occurrence là, du pôle de médiation. Donc ça peut être, comme on a vu hier par exemple, des partenaires professionnels, SNCF, des bailleurs sociaux, etc. Ça peut être des particuliers, ça peut être des collectivités territoriales. Ça, c'est les deux... Waouh! Ça, c'est les deux types d'associés qui sont indispensables pour créer la structure. Et après, vous pouvez avoir d'autres associés, qui peuvent être d'autres associations, des entreprises, des établissements publics, etc. Et en fait, chaque sociétaire a une part. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les parts, en fait, le coût de la part est déterminé dans les statuts, etc. Voilà, vous avez des sociétés, enfin des SIC dans lesquels vous pouvez rentrer avec une part à 25 €, comme il y en a d'autres où la part va être à 1000 ou 2000 €. Et en fait, ça permet, en fait, un sociétaire est égal à une voix. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un partenaire pro qui a mis, je dis n'importe quoi, mais genre, par exemple, il a pris 10 parts à 1000 €, il a autant de voix que, par exemple, une petite association qui a pu prendre qu'une part. Voilà, vous comprenez, c'est une structure, une part. Et donc, ça permet, en fait, de prendre des décisions collectives. Et nous, ça nous semble intéressant dans le cas de la médiation, parce que finalement, la médiation, actuellement, elle est réalisée par des associations, mais elle concerne plein de gens, parce que quand vous faites de la médiation sur un territoire, vu que la faune sauvage, elle appartient à personne, la collectivité pourrait être très bien impliquée, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, la SIC, ça semble être quelque chose d'intéressant, parce que engager les gens dans la gouvernance, ça veut dire aussi les engager dans la pérennité, et donc dans le financement des activités. Voilà, il faut savoir que y a des SIC qui n'ont au départ pas forcément de salariés, donc ça peut fonctionner. Si jamais vous avez des questions sur les SIC, on pourra y revenir parce que ça peut paraître un peu abstrait, mais la SIC, c'est, je crois, dans le domaine de l'ESS, c'est le statut de structure qui est en train le plus de se développer. Et c'est vraiment à mi-chemin entre l'association et la société. Et ça permet, en fait, c'est ce qu'on a voulu vous expliquer tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir une image, et le fait de dire on n'est pas une association, on est une SIC, peut-être les gens dans leur tête, dans leur, comme on a vu hier, dans leurs préjugés, ils vont pas forcément penser à gratuité. Et après, quand on dit gratuité, quand on dit nous faire payer, ça ne veut pas dire faire payer exactement le coût. Mais par exemple, d'après nous, tout déplacement mériterait, en fait, toute association qui se déplace pour régler une problématique de cohabitation mériterait à minima une adhésion ou un don, par exemple. C'est juste le fait, un don libre, c'est juste le fait de dire on s'est déplacé pour vous, du coup, il faut que vous aussi, quelque part, vous participiez au processus. Parce qu'actuellement, nous, on l'a beaucoup vécu comme ça, notamment sur la grosse problématique de cohabitation avec les chauves-souris, sur laquelle on n'est plus salarié à la LPO, on travaille encore, on fait toujours le suivi annuel bénévolement de cette colonie. La personne n'a absolument rien payé, mais absolument rien du tout. Et du coup, on se dit que c'est quand même un peu dommage, parce que même si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, le fait, par exemple, d'avoir adhéré, elle aurait pu adhérer à l'association, et ça aurait été la moindre des choses, et ça montre aussi, comment dire, un échange de valeurs, et ça permet peut-être aussi de faire évoluer les mentalités vis-à-vis des associations et vis-à-vis de la médiation. Et ça évite, au téléphone, on a tous eu quelqu'un qui vous dit « mais enfin, moi je paye mes impôts, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas ». Et donc pour terminer, nous, la dernière chose qui nous semble importante dans cette équation, comment financer la médiation, c'est on voit bien qu'on fait tous il y a vraiment des modèles qui sont complètement différents, et ce qu'il manque, c'est vraiment de se structurer, de se coordonner, et donc forcément de se professionnaliser. Aujourd'hui, les médiateurs, ils se forment sur le tas, et on voit bien que on a besoin de rencontres, on a besoin, voilà, d'échanger.
Et donc, pour pouvoir revendiquer des financements et revendiquer quelque chose, ça nous semble indispensable en fait de se coordonner, structurer et professionnaliser. Et donc voilà, donc on espère que médiateur, ça deviendra bientôt un métier reconnu. On vous remercie. Juste si je peux rajouter, en fait, il faudrait peut-être voir à se rapprocher de Manon qui vous a présenté ce matin justement le réseau avec les centres de soins et partir sur ce même principe-là avec les médiateurs pour que justement vous puissiez faire régulièrement des rencontres et marquer le coup en disant on est des professionnels, on revendique notre métier et on ne fait plus ça gratuitement et nous payer derrière. Parce que l'exemple qu'elle vous a dit sur la colonie de chauves-souris, si par exemple cette colonie se déplace, va chez le voisin, la première chose qu'il va dire c'est oui mais chez ma voisine vous avez fait un aménagement gratuit, je veux la même chose chez moi. Et du coup ça va se répercuter et en fait on le sait, financièrement c'est pas viable. Merci beaucoup. Suzelle, c'est à toi. Alors, en fait, moi, je vais vous faire un retour d'expérience par rapport au pôle médiation faune sauvage. Juste pour préciser, même si Laetitia en a un petit peu parlé hier, en Alsace, il faut savoir que les choses sont bien structurées. Il y a une association initialement pour s'occuper des amphibiens reptiles, le Bufo, une autre pour s'occuper des mammifères, le GEPMA, une autre pour les oiseaux, la LPO, une autre pour les insectes, Bufo, etc., etc. Donc ça, c'est le modèle alsacien qui est calqué un peu sur la discipline allemande, etc. Donc historiquement, c'est voilà, chacun dans son coin, chacun sa thématique. Après, les choses font que tout ce qui concerne la médiation faune sauvage, c'était déjà très ancien en Alsace. Alors ça avait démarré avec tout ce qui concerne les SOS chauve-souris. Donc au niveau du GEPMA, de la médiation mammifère, SOS mammifère, on appelait ça à l'époque, on en fait déjà depuis très très longtemps. Alors moi, je suis arrivée en 2003 dans le cadre d'un emploi jeune. Je suis le dernier emploi jeune de France. Et donc de 2003 à 2008, je n'ai fait que de la médiation faune sauvage mammifère. Et c'est au bout de ces 5 ans, quand la question de la pérennité de mon poste s'est posée, que des discussions étaient en cours avec nos collègues de la LPO parce qu'eux, ils croulaient sous les demandes. Et donc, il n'y avait personne d'attitré pour réaliser cette mission à la LPO. C'était un petit peu chacun qui le faisait dans son coin. C'était très, très compliqué. Et donc, il se trouve que tout le monde se connaît. Les salariés sont les administrateurs des associations autres, etc. Et du coup, est née l'idée de créer un pôle unique de médiation faune sauvage pour répondre à toutes ces demandes en fait. Donc en 2008, le pôle médiation faune sauvage est né et il a été décidé qu'il était piloté par la LPO Alsace parce que la LPO Alsace à ce moment-là avait les épaules plus solides financièrement pour pouvoir pérenniser un poste. Donc entre-temps, voilà, les années sont passées. Au départ, j'étais toute seule au pôle médiation. Et puis, les demandes ont fortement augmenté. Et puis, progressivement, il a fallu que je trouve de l'aide pour venir m'épauler. Donc, la solution d'être aidée pour ce service qui était gratuit dès le départ, c'est un service qui a toujours qui se veut et qui a toujours voulu être gratuit pour les bénévoles, enfin pour les demandeurs. On avait la chance d'être épaulé par un énorme réseau naturaliste, un énorme réseau de bénévoles qui étaient sur 2 associations. Donc on augmente le nombre de personnes disponibles et motivées pour intervenir et aider. Ça veut dire qu'il faut quand même former ces personnes à certaines thématiques. Il faut savoir aussi qu'historiquement, il y a un centre de soins pour la faune sauvage en Alsace qui, depuis 2010, a pris beaucoup d'ampleur. Et le centre de soins, entre autres, est géré par la LPO Alsace.
Donc ce lien direct au sein d'une même structure, d'avoir le centre de soins, le pôle médiation, ça facilite également les choses. Voilà. Et autre chose encore, l'Alsace, c'est 2 départements. Donc c'est pas un territoire qui est énorme. Même si on traite beaucoup de demandes qui viennent des territoires limitrophes, c'est essentiellement le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Cette différence près que par rapport au département des Vosges, par exemple, on est très urbanisé et donc le nombre de demandes est très important. Ça rejoint ce que disait Manon ce matin, quoi. Voilà, donc les objectifs étaient de répondre à toutes les problématiques liées à la faune sauvage. Et puis, on avait un double intérêt, c'est qu'en répondant, on obtenait de la connaissance naturaliste, hein, et on alimentait les bases de données. On était en lien avec des collectivités ou alors un public, dans tous les cas, qui, s'il n'y avait pas eu une entrée de problématiques de cohabitation ou de faune sauvage en détresse, n'aurait certainement jamais contacté nos associations. Voilà. Donc, dans les faits, on joue un véritable service public avec vraiment un intérêt général. La différence par rapport à d'autres services de l'État, c'est que nous, on n'est pas financé et que c'est gratuit, quoi. Donc ça ne peut pas durer dans le temps et d'ailleurs ça pose de plus en plus de problèmes. Il faut savoir qu'à ce jour, au niveau de la médiation, on traite plus de 5000 demandes annuellement. Tout confondu, donc je prends en compte tout ce qui est faune sauvage en détresse et je fais une grosse différence entre les demandes de faune sauvage en détresse et toutes les autres demandes qui sont les problématiques de cohabitation, les problématiques de destruction d'espèces ou d'habitat, les destructions ou alors les simples demandes et conseils pour aménager un jardin ou aménager un espace vert, voilà. Donc on va dire que la moitié des demandes que l'on traite, faune sauvage en détresse, je les laisse volontairement de côté là pour l'instant. Pour en revenir à toutes les autres, on ne peut pas tout faire parce que voilà, on est humain et puis on a aussi des centres d'intérêt les uns et les autres qui font que ces dernières années, on a fortement développé des thématiques en particulier. Donc le blaireau, le renard, on vous a parlé du blaireau hier. La cigogne blanche, il y a beaucoup de sollicitations en Alsace. Ensuite, tout ce qui est chauve-souris, hirondelle, martinet. Et puis, plus récemment, les problématiques liées au pic, pivert, pic et pêche. Voilà. Donc, pour gérer ces plus de 5000 demandes annuellement, on est une petite équipe de 3 personnes. Donc, on n'est pas toutes à temps plein, puisque moi-même, je m'occupe également du centre de soins pour la partie administrative. Donc la seule qui est à temps complet sur le pôle médiation, c'est Émilie. Après, Laetitia est en partie sur le pôle conservation. Donc au final, ça représente juste 2,2 ETP, ce qui est vraiment pas beaucoup, quoi. On a la chance d'être aidé par un salarié qui a rejoint l'équipe cette année pour une thématique particulière liée au pic notamment. Donc ça nous a permis de nous soulager un petit peu. Et puis on travaille énormément avec les volontaires du service civique, avec toute la problématique liée à ce turnover important, au fait de devoir former nos volontaires à chaque fois, parce que quand ils partent, on ne peut pas leur proposer un CDD à la suite. Donc c'est une réelle précarité et c'est pour nous un investissement qui est, vous imaginez, mais bon, voilà, c'est un investissement pour former chacun de nos volontaires qui est énorme, qui est épuisant et qui fait que quand on recrute des volontaires en service civique, notre critère numéro 1, c'est la motivation de la personne. Qu'ils sachent reconnaître, identifier en merle, en rouge-gorge d'une buse ou d'une cigogne, on s'en fout. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un de motivé à 800% pour apprendre à nos côtés et se défoncer à fond pendant 8 mois, quoi. Et on s'aperçoit rapidement que cette motivation et le fait de fonctionner comme ça au feeling, ça paye. Parce que jusqu'à présent, on a eu des perles en tant que volontaire en service civique. Et des perles qui nous aident réellement. Mais il y a quand même une grosse formation de 6-8 semaines, voire plus, sur certaines thématiques. Voilà. Alors on est obligé de limiter nos déplacements sur le terrain, il n'y a pas le choix.
Et sachant que nous, le pôle médiation, on a pris le parti de le faire fonctionner 7 jours sur 7. Et on travaille pour ça en horaire décalé, avec ceux qui arrivent tôt le matin, qui partent un petit peu plus tôt quand ils peuvent, et puis ceux qui arrivent un peu plus tard et qui restent pour le coup très tard, quoi. Voilà. Donc dans les faits, on a la chance depuis le début de la création du pôle médiation d'être aidé par la DREAL Alsace, maintenant Grand Est. Et en fait, sans cette subvention publique de la DREAL, qui n'a pas forcément augmenté comme il aurait fallu, mais sans cette subvention initiale, ben, en fait, on ne pourrait rien faire parce que, voilà, l'argent est le nerf de la guerre, hein, pour prendre. On a été obligé de développer, parce que pas le choix, si on veut travailler sur certaines thématiques, on a été obligé de développer tout ce qui était prestations. Donc parfois, bah, c'est des prestations auprès de bailleurs sociaux, c'est des prestations avec la SNCF, les CCA, vous en a parlé hier. On avait aussi au démarrage des contrats aidés, ce qui nous permettait d'avoir quelques aides. Mais il n'empêche que la masse salariale reste quand même importante, même si bah, on a les salaires des milieux associatifs, hein, donc on roule pas en Rolls, quoi. Et puis qu'il faut prendre en compte bah, tous les frais annexes, voilà. Donc nous, on a une chance énorme au niveau de la LPO Alsace, c'est que depuis le début, c'était une évidence pour notre directeur de l'époque, et puis le nouveau directeur là depuis 1 an également, également pour notre président, pour notre CA, que c'est important et vital que le service médiation existe, c'est important et vital que le centre de soins existe, et donc bah, les budgets de ces 2 pôles n'est absolument pas équilibré, il est en déficit année après année, et il n'est équilibré que grâce aux autres pôles d'activité de la LPO, et en particulier bah, le secteur animation et le secteur conservation. Et sans nos collègues et sans tout ce que font nos collègues de ces pôles d'activité, bah, nous, on n'y arriverait pas, quoi. Et tout le monde est dans cette mentalité, et c'est quelque chose qui est acté, qui est acquis, et qui n'est même pas revendiqué ou qui n'est même pas remis en question. Donc voilà, ça c'est génial. Après, il faut avoir une chose en tête, c'est que avec à nous 3, et surtout sans être à temps plein chacune, ben, dans les faits, on s'aperçoit que à la haute saison, on fait l'équivalent de notre temps salarié, ben, on le fait aussi en bénévole. Il ne faut pas se leurrer, et on a un nombre d'heures sup chacune qui est énorme. Donc ce matin, Manon parlait du syndrome de fatigue compassionnelle. C'est par rapport à toute la faune sauvage en détresse, c'est compliqué parfois. La gestion de l'humain, que ce soit les gens qui nous contactent ou alors la gestion de l'humain du réseau des bénévoles, voilà, parfois là on va dire qu'ils sont géniaux, ils nous aident, ils sont voilà, précieux, mais il faut aussi les gérer, il faut se le dire, quoi. Franchement, il y a des bénévoles qui sont compliqués. On est de plus en plus, notre nouveau directeur nous rend de plus en plus attentifs, même si l'autre le faisait déjà beaucoup, au fait que, bah voilà, respect du code du travail, donc il nous engueule régulièrement pour nous dire, bah, partez les filles, je veux plus vous voir maintenant, éteignez l'ordi, voilà, c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué qu'on fonctionne beaucoup avec WhatsApp, c'est sur notre portable perso. On fonctionne avec un téléphone médiation d'urgence qui, ben, en gros, en dehors des heures de bureau, et le week-end, c'est nous qui l'avons. Et ben, les week-ends où on est de permanence, tous les soirs où on est de permanence, bon, ben, c'est pas compté. Donc c'est une pression mentale qui est importante. Et en fait, quand la plupart d'entre vous, ce week-end, vous êtes venus nous voir en nous disant « Waouh, en Alsace, c'est génial ce que vous faites, c'est super, le pôle médiation et tout, waouh !» Ben ouais, mais dans ce pays des bisounours, en fait, il y a l'envers du décor qui est réellement au détriment d'une charge de travail qui est très très importante. Et on va dire aussi que nous, ce qui nous frustre beaucoup, c'est l'absence de retour par rapport à tous les conseils que l'on donne. On n'a pas le temps de s'assurer que les conseils ont été bien appliqués. Et puis, c'est frustrant en fait de ne pas avoir ces retours-là. Maintenant,
franchement, ça fonctionne. On n'est pas en train de déprimer. On va bien et puis on est heureuse de faire notre boulot. Et c'est en grosse partie lié au fait que entre nous, au sein du pôle médiation, au sein du centre de soins, au sein de l'ensemble de l'équipe de la LPO et également avec les équipes du GEPMA, on s'entend super bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance et on a plaisir à se retrouver en dehors du boulot pour aller boire un verre le soir ou alors faire des week-ends canoë ou rando, peu importe. Donc il y a vraiment une belle ambiance, un bel esprit d'équipe, d'entraide. Bon, j'ai envie de dire le mot bienveillance, même si ça fait gentil. Voilà, mais en fait, franchement, c'est ce qui nous fait tenir et c'est ce qui fait qu'on est super content à la banane quand on vient bosser. Même si c'est fatigant et qu'on a certaines journées où on est crevé, quoi. Donc ça, c'est une réelle réalité. Et nous, ce qui est également très important pour nous, c'est de savoir qu'on est complètement épaulé par les administrateurs et notre président, qui est génial, et par notre directeur. Donc c'est important. Mine de rien, on a quand même chacune des compétences techniques qui sont réelles. Voilà, on l'a dit tout au long des rencontres, hein, on n'invente pas, donc il faut s'appuyer sur des connaissances, sur des compétences, sur une expérience. Et en fait, on a la chance aussi comme on s'entend super bien, c'est que en l'absence de l'une, les autres peuvent prendre le relais, et ça c'est important aussi par rapport à la gestion de certains dossiers. Voilà, et donc le fait que le budget de la LPO, c'est un budget qui est globalisé et où il n'y a pas chacun dans son coin, et puis tant pis pour ceux d'à côté, ça c'est également très précieux et ça nous permet d'être un petit peu plus soft. Voilà. Donc dans les faits, il faut quand même qu'on vive et qu'on n'ait pas en tête qu'on peut se reposer sur nos lauriers et puis compter que sur les autres. Donc on essaye de plus en plus de développer tout ce qui est prestations extérieures, que ce soit au niveau des syndics, voilà. Dans les faits, moi, ça me met en colère parce que clairement, on traite 80% du temps des espèces protégées et c'est pas normal qu'il n'y ait pas des aides plus stables des pouvoirs publics, parce que même si l'Adréal nous aide, mine de rien, chaque année, il faut renouveler la demande, il faut faire des espèces de marchandage, de bout de tapis là, pour négocier qu'il n'y ait pas de perte de la subvention et qu'à minima, on reste stable et puis voir grignoter pour avoir un peu plus. Et il faut justifier de pourquoi on n'a plus. Enfin, c'est vraiment compliqué et chaque année, c'est une prise de tête et voilà, il faut quand même le faire. La charge de travail, on est à saturation là, on n'en peut plus, voilà, mais c'est pareil pour vous tous. Et le problème, c'est que quand on se dit, on va soulager Suzel, on va faire en sorte qu'elle n'ait plus à gérer toutes les médiations Hirondelle et Martinet par exemple. Mais dans les faits, il faut créer un poste. Mais pour créer ce poste, on va déposer un dossier pour avoir des sous. Mais pour pouvoir déposer ce dossier, il faut se faire une charge de travail supplémentaire. Donc en gros, c'est en permanence un serpent qui se mord la queue. En fait, c'est vraiment fatigant, quoi. Et voilà. Mais dans les faits, on est quand même plein d'espoir, de motivation. Et puis on a la banane et puis on est motivé parce que c'est notre passion et tout. Donc on sait pertinemment qu'un de nos manques actuellement, c'est vraiment de dynamiser le réseau des bénévoles parce que le Covid a fait des ravages dans notre listing des bénévoles. Donc il faut vraiment qu'on dynamise tout ce qui est vie associative, qu'on développe tout ce qui est mécénat d'entreprise, notamment pour les chantiers parce qu'en fait, on a plein d'artisans qui seraient motivés pour nous aider. Et donc, avec le mécénat, il y a une grosse chose à voir. On a la chance de pouvoir compter bientôt sur un Interreg médiation. Donc, un Interreg est possible pour nous en Alsace parce que on est frontalier avec d'autres pays, ce qui fait que là, en l'occurrence, on le déposerait avec les collègues allemands et suisses. Donc ça serait la médiation en général avec quelques espèces phares en particulier et on partirait sur des financements qui nous permettraient d'avoir une vision sur 3 ans et ça c'est chouette. Ceci dit, il faut quand même déposer le dossier, c'est en cours et c'est pas encore fait.
Émilie, tout à l'heure, quand elle a fait son intervention, elle vous a parlé de ses compétences juridiques. Donc, un des gros projets de la LPO, c'est de valoriser ses compétences et développer le pôle juridique. Moi, ça me fait un petit peu peur par ailleurs, parce que ça veut dire que si Émilie bascule en partie sur ces missions-là, ben, elle ne fera plus tout ce qu'elle fait sur les cigognes à l'heure actuelle. Et les cigognes, ben, ça occupe un temps que vous ne pouvez même pas imaginer. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire bah, qu'il faudra chercher des sous. Donc, voilà, on est de nouveau dans le serpent qui se mord la queue. Voilà, bon, moi j'ai bon espoir, après avoir écrit plusieurs fois à Leonardo, qu'ils nous entendent. Voilà. Et puis, il y a un autre truc qui fait que parfois, d'un point de vue moral, c'est compliqué. C'est qu'on met en place plein de choses et on conseille beaucoup de choses. Je vais prendre l'exemple de problématiques hirondelles. De problématiques chauve-souris, plutôt, on a des aménagements à plusieurs milliers d'euros quand on veut réellement proposer des solutions. C'est bien beau de conseiller, mais il faut être aussi dans le concret et dans l'action. Et le problème, c'est qu'un particulier qui a déjà du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, vous lui demandez de dépenser 5 ou 6 000 euros pour faire des aménagements sur la toiture, qui peuvent se chiffrer très rapidement. Bah, qui paye, hein. Et en l'occurrence, il n'y a jamais d'aide. Alors que franchement, c'est des espèces protégées, c'est le patrimoine commun de la commune, etc. Donc ni la commune ne va s'investir, ne serait-ce que pour louer, vous mettre à disposition une nacelle pour faire des travaux en hauteur. Donc c'est vraiment pénible tout ce qui concerne le domaine privé, parce que bah, dans le concret, on n'a pas de fric pour intervenir et pour mettre en pratique nos conseils. Ensuite, la loi climat, c'est-à-dire tous les bâtiments qui sont isolés par l'extérieur, voilà, je ne vous cache pas que c'est compliqué aussi et c'est méga frustrant d'arriver au dernier moment et puis de se retrouver à subir parce que en l'occurrence, on a des nids d'hirondelles qui sont dézingués au plein mois de juin, donc c'est du vécu l'an dernier. Vous aviez les petits qui étaient mélangés au gravat des nids. Et donc on avait des preuves flagrantes de destruction d'une 50aine de nids en pleine période de reproduction. Mais l'agent de l'OFB qui s'est rendu sur place n'a pas voulu pénaliser davantage la personne parce qu'elle était déjà bien embêtée avec les crottes. Donc le pauvre, voilà, il replacera quelques nids sur la porte du garage, mais là on va quand même pas dresser un PV pour ça, c'est pas grave, de toute façon les petits sont déjà morts. Enfin franchement, c'est épuisant, donc c'est la loi du pas vu pas pris et c'est surtout valable pour les chauves-souris parce qu'il n'y a rien de plus facile que de boucher un accès et personne ne le saura jamais, il n'y aura pas de PV. Bref, c'est tout ce qui est mesures compensatoires qui ne sont jamais réalisées en amont des travaux, donc c'est frustrant aussi parce que voilà, on a beaucoup de mesures compensatoires qui ont été mises après coup et qui ne fonctionnent pas et du coup, il n'y a rien. Donc voilà, au final, on est méga motivé, mais c'est quand même super dur et du coup, on est content parce que des rencontres comme ça nous permet de nous rebooster le moral. Voilà. Alors moi, je vais essayer de ne pas vous plomber trop le moral. Il y a 2-3 choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Je rejoins Suzelle, je trouve que... Et on est tous d'accord que la médiation, en fait, elle arrive et elle est de plus en plus présente dans les différents métiers qu'on peut avoir. Et on a de plus en plus de sollicitations. Et je rejoins Suzelle, c'est très important. À la LPO France, c'est pareil. Stratégiquement, il est acquis que la médiation, faune sauvage, la réponse au public est quelque chose qu'on souhaite faire. Mais clairement, tant qu'on n'aura pas... On espère que ça évoluera parce que le métier sera reconnu, mais aujourd'hui, on n'a pas de financement propre, enfin des financements sur du fonctionnement. Personne d'entre nous y arrive. Et si on ne joue pas sur la carte solidarité entre les équipes, eh ben, ce sera compliqué effectivement. Voilà, c'est vrai que c'était une chose, je trouve, vraiment importante. Et il est important avec nos collègues, les chargés d'études, tous les projets en conservation, de pouvoir doser ces sujets médiation, d'échange avec le public. Je pense que dans beaucoup de dossiers, on peut glisser des lignes qui permettent le montage et l'arrivage, et c'est la fin de semaine. Et le fait de pouvoir obtenir des petites subventions ici ou là. Mais il faut vraiment jouer la carte de la solidarité dans les équipes.
Donc moi, quand Antoine nous a dit parler de financement médiation, c'est vrai qu'on rêve tous d'avoir, comme je viens de le dire, du financement pour du fonctionnement. Et ce qui est difficile en médiation aujourd'hui, c'est qu'on est toujours sur du projet, on voit bien avec des bailleurs sociaux, on est toujours, Suzanne le disait, avec les blaireaux, on est toujours sur du projet. Malheureusement, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, bon, bah, ça va être du projet aussi, je suis désolée. Mais par contre, j'avais juste envie de vous dire, le côté formation. On parle aussi de fatigue, de répondre au public et penser à mettre peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible, mais un petit peu de temps de formation. Vous êtes des gens compétents et vous pouvez apporter aussi dans vos compétences des éléments et des connaissances à d'autres personnes. Donc je vous ai juste représenté, bon, on peut aller sur la diapo d'après. J'ai pris 3 exemples en fait que nous on a testés. Alors je dis pas qu'on a jackpot sur notre budget, mais voilà. D'abord il y a la relation avec les entreprises et les collectivités. Alors vous pouvez avoir des partenaires privilégiés où vous pouvez aller chercher des partenaires. Et c'est vrai que sur des sujets autour de la médiation, je vous ai donné cet exemple, on a un partenaire à la LPO, on l'a sensibilisé sur tout ce qui est cavité piège, et en fait on est allé, on a fait un premier test, on a fait un inventaire sur un des sites de ce partenaire, on l'a formé à ce sujet, sur le sujet, on a formé les équipes, et derrière ils vont agir et reboucher toutes ces cavités pièges qui sont diverses et variées. Encore une fois, c'est pas une entrée énorme, mais c'est quelque chose qu'on peut apporter, ça change du quotidien aussi, et ce genre d'intervention, il est facile de le faire passer en prestation. Il faut aussi sortir, bon, moi je suis une ancienne à la LPO, et c'est vrai qu'il y a quelques années encore, on avait peur de mettre une petite somme. Il ne faut pas être gêné de passer en tarif prestation sur un 600 € la journée. Enfin, j'ai mis une moyenne pour une entreprise. Donc voilà, c'est un exemple qu'on a fait. Sûrement plein d'entre vous l'ont fait, mais il y a plein de textes. La deuxième chose qu'on a mis en place, donc là en Charente-Maritime, je vous parle de l'expérience de Benoît et moi, c'est que l'agence de service civique, on a des services civiques, alors on a dit du bien, du mal, mais ils sont à nos côtés, ils nous aident énormément, on les forme aussi, et on le voit bien aujourd'hui dans les CV qui arrivent, et même dans les équipes qui sont en place, on a beaucoup de personnes qui sont passées par cette formation service civique. Et dans ce cadre-là, une personne en service civique, quelle que soit la structure avec laquelle elle va travailler, elle doit faire une journée citoyenne, la fameuse journée citoyenne où on regarde dans le catalogue et on se dit qu'est-ce que je vais faire. Alors nous en Charente-Maritime, ils peuvent faire une sortie bateau, ils peuvent jouer aux boules avec des personnes handicapées. Donc voilà, donc c'est le volontaire qui choisit. Et en fait, la LPO, on a proposé une formation sur la médiation faune sauvage avec cette approche, et c'est un moment qui est assez agréable. La dernière session, on a eu un jeune qui était dans un club de foot et il s'est posé la question, il a dit ouais, c'est vrai, la faune sauvage c'est quoi pour moi et tout. Donc voilà, on fait une approche sur la médiation faune sauvage et on traite quelques thématiques, des thématiques qui parlent à tout le monde, sur la prédation du chat, sur le ramassage des jeunes. C'est une journée, c'est 50 € par personne. Bon, voilà, et ça fait une petite entrée financière. Comme toutes les formations, faut un peu d'investissement. Moi je vous donne l'exemple de Benoît et moi. On a commencé tous les deux, et maintenant en fait c'est une formation, je ne sais pas s'il est là, Benoît, je ne le vois pas. Et maintenant c'est une formation qu'on peut mener l'un ou l'autre. Donc si on fait carton plein, ça peut aller jusqu'à 750 € si je calcule bien, c'est ça? Oui, c'est caché. Donc voilà, c'est une piste comme une autre. Et j'ai dû en mettre une troisième. Alors ça, je pense que tout le monde le connaît. Ce sont les fameux FDVA qui parfois sont un peu lourds parce que ça peut demander, je sais que dans les centres de soins, c'est un fléchage en formation qui est utilisé, mais après l'ancienne version c'était 700 € la journée, donc c'est vrai qu'en général ça fait beaucoup d'investissement finalement pour peu d'entrées financières. Après nous on le propose et on a déposé, alors les nouveaux FDVA se font sur 3 ans maintenant. Et là, on a déposé un dossier sur 3 ans. Finalement, moi, il est passé très facilement. J'ai été ravie sur des sujets de médiation faune sauvage. On fait le principe, avant on mettait beaucoup d'énergie, maintenant on fait tout le principe en visio. Voilà, on forme et on profite de former des salariés et nos bénévoles très impliqués. Et je vous ai mis en tout petit, mais c'est juste avant.
Voilà, c'est des sujets sur lesquels on a déjà traité. Et puis en 2023, comme on fait une année autour des présumés coupables, les ésodes et le blaireau, pour faire court, bah c'est pareil, on a des temps de formation qui sont prévus. Donc c'est des moments qui font du bien quand on est au quotidien dans la médiation avec du grand public. Et c'est une petite entrée. C'est tout ce que j'avais à dire en fait, donc pas grand-chose. Un potentiel, des projets, du temps de travail. Et après on se dit aussi qu'on forme quand même des gens qui potentiellement peuvent être motivés à prendre la suite. Merci beaucoup Anne-Laure. C'est le moment où vous pouvez poser des questions donc, aux intervenants ou alors peut-être expliquer, vous, les idées que vous avez eues, les pistes que vous avez déjà éprouvées ou pas encore. Voilà. Oui, moi c'est pas une question, c'est juste pour dire que dans la Loire, donc pour la LPO, on a depuis quelques années un financement de la DDT, pas sur des projets. En fait, c'est juste pour que je sois payée à répondre aux sollicitations médiation au quotidien. Donc là, alors l'année dernière, on n'a rien eu, il n'y avait pas. De nouveau, pour 2023-2024, on aura 9 000 € sur les 2 ans. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien du tout. Et en fait, en gros, on demande de l'argent pour financer mon temps de travail, pour que je fasse de la biblio, pour un petit peu que mes collègues puissent aller en déplacement sur des cas un peu compliqués, Kiro ou SOS Serpent. Et en gros, c'est ça, c'est tout. Donc voilà. Et en plus de ça, de temps en temps, alors beaucoup plus rarement, mais il peut y avoir des reliquats DREAL, DDT ou communauté de communes sur certaines métropoles. Et alors là, bah, c'est très aléatoire parce que c'est soit on est bien en contact avec certains techniciens qui viennent vers nous pour dire ah, au fait, en gros en octobre, on va avoir des reliquats, est-ce que vous n'avez pas un truc que vous pourriez faire pour ça? Et bah oui. Soit c'est à nous d'aller vers eux à peu près à cette période-là en disant bah, vous n'auriez pas un reliquat parce que nous on a éventuellement des trucs à mettre dedans, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions, des suggestions? Oui, bonjour, Nathalie de l'association Culture Nature. Je voulais vous demander si vous intervenez dans des écoles et si vous mettez en place des programmes pédagogiques dans certaines écoles qui peuvent du coup rapporter peut-être un peu d'argent. Qui veut répondre? Bah, là, j'ai envie de dire, je pense que tous ont fait cette partie-là. Et bah, pareil, c'est pas forcément les mêmes personnes. Il peut y avoir des animateurs dans les structures. Bah, c'est un peu, moi, c'est un peu cela où, enfin, tout à l'heure, je disais, la médiation, elle est dans plusieurs métiers. Je pense que les animateurs, bah, ils sont très proches aussi de la médiation. Mais voilà, donc je pense que oui, dans toutes les structures, j'oserais pas répondre pour toutes les structures qui sont présentes dans la salle, mais si quelqu'un, si ma réponse convient pas à quelqu'un, à ce moment-là, je propose de prendre le micro. Non, en fait, chez Buffon, on a une de nos salariés qui est très attirée par tout ce qui est sensibilisation, communication, et donc du coup, bah, on profite de ça pour aller en lien avec l'Ariana en Alsace. Elle intervient dans des écoles, mais là en fait la problématique c'est quoi? C'est que bah forcément c'est un coût hein, entre la préparation de l'intervention et l'intervention elle-même, bah, il faut la facturer, et pour une école souvent bah, c'est jugé trop cher de demander 400 € pour une intervention comme ça. Donc on a vu que apparemment, je crois que c'est à l'LPO, ils font des interventions, ils arrivent à demander 60 ou 100 et il y a des financements pour compenser ça, donc c'est pareil. Il faut qu'on trouve des financeurs pour pouvoir faire ça, pour pouvoir développer ce genre de choses aussi. C'est un peu comme la médiation, il faut du financement, quoi. Alors nous en Occitanie, on avait dans l'histoire une convention tripartite avec l'État et la région depuis assez longtemps. Bon, après ça a changé, on n'a plus qu'une convention avec la région d'un côté et avec l'État de l'autre, mais dans le cadre d'un programme de sensibilisation, donc toutes nos actions d'éducation à l'environnement sont dans la même convention, et on a plusieurs volets d'action, et à l'intérieur il y a le volet pôle de médiation faune sauvage,
C'est l'équivalent ça dépend des années, mais c'est 10-15 000 euros par an. Et on a réussi à se faire financer par la région, par l'État, ce volet-là qui est un volet d'éducation à l'environnement, de formation aussi, mine de rien, même si c'est pas une formation avec des modules, etc. Et la région a été jusque-là assez réceptive par rapport à ça. Pour les financements régionaux, ça commence à descendre petit à petit, et on a dû réduire notre voilure par rapport aux actions de cette convention. Aujourd'hui, on s'est posé la question du mécénat. On s'est posé aussi la question des appels à projets, Fondation de France, etc. Le gros souci de la médiation faune sauvage, comme tu le disais tout à l'heure Antoine, c'est que c'est devenu une action de roulement. C'est une action innovante quand on la lance, mais quand ça fait 10 ans qu'on en fait, c'est plus du tout une action innovante, et que généralement ces appels à projets, ils sont sur des actions innovantes, à destination d'un public fragilisé, etc. Et du coup, on répond aux critères, mais on n'aurait pas dû s'y mettre avant, en fait. On devrait commencer maintenant. Alors après, c'est complètement vrai ce que tu dis. Après, il existe quelques façons de ruser un peu. Par exemple, au GMHL, on a, entre guillemets, réussi à s'incruster dans un programme piloté donc, par une communauté de communes, donc c'est Limoges Métropole, qui est en train de mettre en place une trame nocturne et qui bénéficie du coup qui a été lauréat d'un appel à projet. Et ils ont été intéressés pour intégrer un volet médiation faune sauvage dans ce projet de trame nocturne. Et du coup, ils ont financé le GMHL, la LPO Limousin, enfin voilà, on peut ruser parfois, mais il faut que c'est une question d'opportunité quelque part. Et c'est seulement sur 3 ans. Donc c'est déjà bien. Ça me permet de financer les actions de médiation que sur le territoire de l'agglo, et aussi pour certains taxons, quoi. Tout ce qui est du coup reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, ça rentre pas dedans, quoi. Mais c'est déjà ça. Oui, j'ai une question technique pour Valentin concernant donc, la convention avec l'USH. Qui réalise les expertises bâties du coup, que vous avez présentées, et comment elles sont reçues par les locataires, et si jamais c'est vous qui les réalisez, quel est le temps alloué en fait pour avoir tout le panel, c'est-à-dire lézards, reptiles, amphibiens, oiseaux, chauves-souris, tout au long de l'année du cycle biologique de chacune des espèces. Merci. Donc du coup, si je me souviens des questions dans l'ordre, qui réalise les diagnostics, du coup c'est moi qui les réalise tous. Parfois, on a eu quelques interventions de bénévoles pour des sorties de gîtes chiroptères, mais c'est très anecdotique. Et du coup, le temps alloué, ça va être variable en fonction de la typologie du bâtiment, forcément, du site. Quand on est sur des sites de logement individuel, on va faire un passage par an. Donc on va dire que pour une vingtaine de bâtiments, ça va prendre, on va dire 4-5 heures, le temps de réaliser le suivi avifaune, plus essayer de... Enfin, on regarde en même temps, on n'a pas un protocole spécifique pour mammifères reptiles, mais on essaye de regarder en même temps si on voit des traces ou de la présence. Et en complément, si on trouve des traces de chiroptères, on va faire des sorties de gîtes. Donc il faut rajouter par site, sur 20 bâtiments, si on a 3 bâtiments concernés, il faut rajouter 1 heure par trace, donc ça peut vite monter. Après, sur du collectif, on est sur 2 passages par an. Donc déjà, on fait pas, pour répondre à une autre question, on fait pas, à ce que tu disais, on fait pas l'intégralité on fait pas du 4 saisons, on fait sur la saison de reproduction uniquement. Et voilà, sur du collectif, on va être sur 8 heures, 8-10 heures, en fonction aussi de, pareil, s'il y a un diagnostic espace vert qui est fait, ça peut prendre plus de temps en fonction de la taille qu'il va faire. Mais c'est ça, pour 20 bâtiments individuels, on va dire en moyenne 6-7 heures. Et pour un bâtiment collectif, on peut dire, s'il n'y en a qu'un seul sur le site, ça va être 6 heures. S'il y en a 5, ça va être plus 10 heures, 12 heures. Et après, ce qu'il faut compter dans ces diagnostics-là, c'est tout le temps de dialogue informel avec les bailleurs pour préparer la venue, donc forcément l'information des résidents, etc.,
pour préparer les diagnostics, essayer de les convaincre par exemple de monter dans les combles, parce que c'est pas toujours évident. Et ensuite tout le temps de préconisation qui prend beaucoup de temps, les rapports, l'explication, la négociation avec les équipes pour faire passer telle ou telle mesure ou changer telle ou telle mesure parce que c'est pas possible. Et sur l'accueil par les résidents, ça c'est hyper dépendant des sites, c'est hyper dépendant de si le bailleur a bien facilité la chose en les informant correctement ou pas. Et disons que je peux être reçu de très bien accueilli, très intéressé, on va limite essayer de montrer plus que ce qu'il y a, à mauvaise interprétation. J'ai déjà été accueilli en me disant, en pensant que je venais pour détruire les nids, par exemple. Donc, alors ça, tout le monde y a été confronté, la porte qui s'ouvre pas, la méfiance, l'impression que c'est du repérage pour du cambriolage, etc. C'est très dépendant. Mais globalement, ça se passe bien. Dans la plupart des cas, quand les personnes sont là, parce que forcément on passe sur les heures de travail, il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Globalement, les portes sont ouvertes et les gens sont agréables et ça se passe bien. Une question Bonjour, Kevin Marie-Louise de FNE Loire. J'interviens du coup pour juste un partage d'expérience en complément avec ce que Claire vient de dire sur la LPO Loire. Donc nous dans la Loire déjà on a deux structures qui gèrent entre guillemets la médiation faune sauvage, donc FNE et LPO. Et du coup on s'est sectorisé un petit peu les groupes d'intervention pour savoir qui va intervenir sur quel groupe taxonomique et dans quel type de situation. Donc ça peut être intéressant, déjà on parlait tout à l'heure de mutualisation d'associations, alors qu'elles soient du même réseau ou non, qui permet du coup de balayer plus large peut-être, et puis d'aller chercher d'autres sources de financement, des sources de financement différentes en fonction des structures. Donc Claire parlait de la DDT tout à l'heure, nous on est plutôt parti sur FNE Loire, sur des financements du coup auprès des collectivités. Donc on essaie de monter des dossiers à un minimum pérenne, donc sur des conventions pluriannuelles, donc soit dans une globalité, une convention donc, qui va gérer d'autres aspects, l'éducation à l'environnement, le développement durable, etc. Et on intègre du coup la médiation faune sauvage dans le packaging, soit directement via des projets ciblés sur certaines espèces, comme c'est le cas en ce moment là où on pilote du coup un projet de cohabitation avec le castor sur une commune de l'agglomération stéphanoise sur 3 ans. Et du coup ça nous permet de financer, alors évidemment pas un temps plein, mais de financer une partie d'un poste de médiation faune sauvage sur du plus ou moins long terme. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres expériences, des pistes à partager, des questions? Oui, en même temps, c'était pas... Bon. Non, moi, c'était juste une sorte de partage d'expérience aussi, ou plutôt une alerte. Je pense qu'il faut qu'on soit assez vigilant aussi à faire remonter nos difficultés auprès de nos financeurs sur le format qu'ils nous proposent en termes de financement, notamment les formats appel à projet. Je pense qu'il faut qu'on ait un discours assez honnête, assez libéré et assez franc avec les financeurs en leur disant que ce système d'appel à projet nous met en difficulté parce que déjà il nous met en concurrence et ensuite il nous coince dans un système de projet court-termiste alors que notre action, elle se mesure sur du long terme, voire du très long terme. Et qu'elle n'est pas... Voilà, tous les formats de financement ne s'adaptent pas à toutes les natures d'activités. Donc là-dessus, avant de venir ici, moi j'étais à un comité qui réunissait différentes fondations qui financent nos activités. Et en fait, j'étais invitée à ce comité, j'en fais pas partie. Et pendant cette réunion, je me suis rendu compte à quel point ils étaient très loin des problèmes que ça nous pose, en fait, ces systèmes d'appel à projet. Et plus encore, un autre truc qui est encore, je pense, pire que le principe d'appel à projet, c'est les indicateurs qu'ils attendent, les indicateurs de réussite. Et quand vous voulez donner des indicateurs de réussite sur un projet qui dure 8 mois, alors qu'en général, les dossiers sont étudiés en fin d'année, et puis ils attendent des indicateurs chiffrés. Alors il y avait l'exemple d'un projet qui avait été déposé, qui était, dont les indicateurs chiffrés avaient été imposés et qui tendait à l'absurde. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi finalement à chiffrer ce que ça faisait gagner
en euros l'économie carbone de telle activité. Et on peut arriver comme ça à des espèces de limites de l'absurde si on suit des logiques qui sont parfois pas faites pour nous. Donc je crois qu'en plus ils sont demandeurs quelque part, ces financeurs, de nos limites, de là où ça colle plus, pour peut-être adapter finalement ces appels à projets ou ces méthodes de financement. Et puis bon, par ailleurs, ils peuvent entendre que rajouter des projets, c'est rajouter du boulot, et c'est toujours pas financer l'activité principale qui est la nôtre, qui est notre objet statutaire, quoi. Voilà, c'était juste pour alerter là-dessus. Merci. Quelqu'un d'autre des choses à dire ou se taise à jamais? Je vais juste revenir sur les vieux bénévoles et sur les vieux naturalistes ours. Alors je m'insurge, j'en connais beaucoup, j'ai fait beaucoup de médiation avec eux, et je peux vous dire qu'ils sont excellents sur le terrain. C'est pas parce qu'ils sont ours, et c'est pas parce que c'est des vieux de la vieille, qui sont pas bons dans ces actions-là de médiation, sincèrement. Du coup, je reviens sur l'activité bénévole. On parle beaucoup d'impliquer les bénévoles. Je pense aussi qu'il faut les valoriser. Et je trouve que c'est important de le signifier. On ne doit pas considérer les bénévoles comme de la main-d'œuvre, mais comme des partenaires. Et je pense que c'est aussi un appui indispensable aux associations. C'est aussi pour ça qu'on est des associations. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas que des professionnels. Et je voulais donc, par cette intervention, les remercier. Voilà. C'est vrai que c'est important de c'est important de rappeler que les bénévoles ne sont pas de la main-d'œuvre, ils ont aussi un rôle important à prendre en étant force de proposition. C'est eux qui ont fondé l'association. Enfin, toutes nos associations, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. C'est lundi la journée mondiale. Ah, c'est lundi, tu dis, la journée mondiale du bénévolat? D'accord. Dernière question, et après... Pardon, non, c'était juste pour rebondir ce que tu disais. Je pense qu'on est quand même nombreux à effectivement être très conscients de la valeur des bénévoles et du temps équivalent temps plein qui est le travail entre guillemets des bénévoles. Et quand on parle de gestion des bénévoles, c'est pas forcément, enfin en tout cas pas forcément péjoratif, c'est aussi dans le sens que c'est prendre du temps pour eux, pour les accompagner, pour les valoriser. Et là, on est en plein dans le serpent qui se mord la queue, parce que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais beaucoup d'entre nous qui font de la médiation au quotidien sont aussi ceux qui devraient faire de la vie associative, qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps. Et enfin, soit on fait pas de médiation, soit on fait pas de vie associative, ou un peu des deux, mais très mal. Et en fait, on s'en sort pas aussi pour ça, parce que on a le temps de rien faire bien complètement comme on voudrait. Et effectivement, il faudrait développer la formation des bénévoles, l'accompagnement, etc. et la valorisation, mais voilà quoi, on fait tous 7 heures, 8 heures par jour, et même beaucoup plus pour beaucoup d'entre nous, et il y a un moment donné on ne peut plus et qu'on fait des choix, quoi. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question. Non, juste une dernière remarque, merci pour les anciens, ça fait plaisir. Simplement une petite remarque, quand tu disais tout à l'heure, associatif c'est gratuit. Association. Il ne faut pas mélanger le statut juridique d'une entreprise ou d'une société ou d'un groupe et le fait que ça soit gratuit. C'est pas parce qu'on est association qu'on ne peut pas être payant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est comme la différence entre un bureau d'études et une association. On nous fait toujours la remarque. Avec les bureaux d'études, ils n'ont qu'à se mettre en association. S'ils veulent, ils préfèrent être en SARL parce que c'est du commerce. Voilà, c'est tout. C'est à moi ou c'est à Maëlle? En fait, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un préjugé sur l'associatif. C'est que les gens le voient comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, mais les gens le voient comme ça. Et du coup, c'est un préjugé qui fait qu'avec ce statut-là, effectivement, en fait, ça freine le fait de pouvoir faire payer les interventions. Et ça c'est une question historique, parce que la protection de la nature et la conservation, ça a été au début des associations, et c'est resté enfin pas dans l'imaginaire, non, dans le réel des gens qui pensent que c'est toujours une association. Il ne faut pas mélanger. On pourrait trouver des SARL qui font de la médiation et qui soient gratuites s'ils étaient subventionnés par du mécénat.
Voilà ce que je veux dire. Il ne faut pas mélanger le grade de la fonction comme dans la fonction publique. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça un préjugé. Et c'est pour ça qu'on vous a présenté d'autres statuts de l'économie sociale et solidaire qui existent et qui peuvent vous permettre en fait de pouvoir, en changeant le statut, je ne dis pas de changer le statut de vos structures, mais peut-être de créer une grosse structure, comme on en a parlé tout à l'heure, pour justement pouvoir valoriser en fait ce travail-là et avoir une autre image, changer ce préjugé qui permettrait peut-être de pouvoir trouver des financements plus facilement. Et dans le statut justement de SIC dont on vous a présenté tout à l'heure, le bénévole, lui, il est mis en valeur parce que le bénévole a aussi sa voix s'il s'implique dans la SIC. Et il est comme une autre personne qui s'implique dedans, il a exactement la même place. Donc en fait, ça c'est un fonctionnement. Et ce que je veux dire, moi, une association qui protège les chauves-souris, elle peut très bien avoir un côté lucratif, c'est permis aussi par la loi. Elle peut aussi avoir du bénévolat valorisé, elle peut avoir plein de choses. Là, c'est un fonctionnement, je m'explique. C'est pas une valeur associative, une valeur de médiation. C'est un fonctionnement. Vous préférez ce fonctionnement, mais moi, en tant qu'association, je fais exactement pareil. Je fais du gratuit aussi. Quand je peux avoir une partie qui m'a permis d'avoir des fonds propres. Par exemple, actuellement, je suis en train de créer un fonds de dotation qui me permettra de faire de la gratuité. Voilà. Ça, c'est une piste intéressante aussi. Merci. Je ne suis pas le seul. Toutes les grosses associations françaises qui ne sont pas encore plus des associations comme le WWF ou autres ont des fonds de dotation. C'est aussi quelque chose qu'il faut creuser, ne l'oubliez pas. Tout à l'heure, Maël, justement, tu as évoqué le fait de peut-être créer une structuration au niveau national, un peu à l'instar de ce qui existe pour les centres de soins, mais plus orienté même spécifiquement sur le métier de médiateur, voilà, qui est assez différent finalement. En fait, je pense que nous, on s'est retrouvés dans la médiation parce qu'on était toutes les deux, et je pense beaucoup d'entre vous, en tant que soigneuses, s'est retrouvés dans la médiation à cause de ça. Enfin, à cause ou grâce, je sais pas trop. Mais en gros, on était peut-être des fois les seuls à répondre au téléphone parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 et qu'on prend des appels, on est médiatisé, et nos nos numéros circulent, nos contacts aussi. Et du coup, on s'est retrouvés à faire de la médiation, des fois malgré nous, sur des sujets même des fois qu'on maîtrisait pas forcément, parce qu'il faut pas oublier qu'à la base on est soigneurs, donc nous on est là pour faire du soin, soigner les animaux blessés, et pas en fait aller voir un problème sur une colonie de chauves-souris parce que la personne veut les détruire. Et du coup, je pense qu'effectivement, quand on voit comment les centres de soins ont déjà du mal à gérer leur activité et tout, je pense qu'il ne faut pas faire un amalgame avec ça et se dire, mais en fait, c'est au centre de soins de prendre la médiation en charge. Et ce que je trouve... voilà, il y a un gros travail sur les centres de soins qui est fait depuis déjà maintenant quelques années, et on arrive maintenant à sortir ce réseau-là qui justement veut professionnaliser le métier et donner une autre image pour pouvoir aider les soigneurs à pouvoir vivre de leur métier normalement, et qui perdurent dans le temps et pas qu'ils soient juste des consommables comme c'est le cas actuellement. Et nous, on se dit que c'est peut-être la solution aussi pour le métier de médiateur, et pour qu'il soit reconnu, et pour que les médiateurs, justement, au bout de 4-5 ans, ne soient pas obligés de quitter leur métier, et qu'on perde en fait tout ce qu'ils ont, toute leur connaissance et tout ce qu'ils ont acquis durant toutes ces années, pour repartir à zéro avec des nouveaux, et que ça fasse ça sans arrêt, parce qu'en fait, on s'épuise et ça mène à rien en fait. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. On va laisser la parole à Thomas pour apporter un petit mot de conclusion de cette belle rencontre. Oui, alors je vais vous tenir encore 30 secondes, mais c'est... Alors je ne vais pas revenir sur les aspects techniques de la médiation, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la médiation est nécessaire, qu'il faut la professionnaliser, la financer, la faire reconnaître. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ces rencontres ont permis énormément d'échanges et de discussions, qu'elles sont indispensables à mon avis,
et que j'ai envie de vous donner rendez-vous aux prochaines rencontres Médiation Faune Sauvage qui auront lieu, je ne sais pas quand, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas où. On peut tourner au niveau des associations, au niveau des régions, etc. Mais ça peut devenir un rendez-vous récurrent et je pense que ça c'est nécessaire, ne serait-ce que pour remonter le moral de certains ou certaines là, dans les associations. Apparemment c'est un peu dur, donc voilà. Et voilà, je vais conclure par les remerciements d'usage. Donc je remercie encore le Muséum et la mairie de Bourges de m'avoir accueilli. Je vous remercie vous d'être venus jusqu'au centre de la France, au centre du monde, à Bourges City, au siège de la SFEPM. Merci encore. Je remercie les intervenantes et les intervenants et également les personnes qui ont tenu le forum voilà, pour tous les conseils, les discussions et les échanges. Et je voulais appeler avec moi toute l'équipe organisatrice, s'il vous plaît. Voilà, GMHL, LPO, SHF, SFEPM. Toutes les personnes qui ont pris des petites notes, Nathalie, Cécile, tout ça. Si, voilà, je vous avais pas vous échapper là. Je sais pas si tout le monde est là. Benoît, Dominique. Si. Tu peux venir aussi. Toutes les personnes qui vous ont accueillis en fait, toutes les personnes qui vous ont nourri, qui ont pris des photos, je voudrais qu'on les remercie, voilà, et qu'on les applaudisse bien fort. Voilà. Merci à eux, merci à vous, et bon retour, de vous rencontrer et à bientôt. Et en fait, c'était pas prévu, mais nous aussi, on voulait dire un grand merci parce que très chouette. Bravo la SFEPM. Merci Mélanie. Merci Myriam. On a appris à se connaître sur 1 an de préparation et ça a été un pur bonheur. Donc, une rencontre interassociative. Merci à tous, quoi. Merci à toi aussi. Merci aussi à vous.